Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander, où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, dans une vidéo spéciale, j'accueille Nox, qui est l'hôte du Pince Crâne, un podcast sur Magic, et particulièrement le Commander, mais aussi le Duel Commander, qui m'a déjà invité dans son émission à 2 reprises, et que je reçois aujourd'hui avec plaisir. Je vais te laisser te présenter, si tu le veux bien. Eh bah déjà, merci beaucoup à toi de m'avoir invité, Mono. Du coup, je suis Nox et j'anime Le Pince Crâne, un podcast où on discute, on débat autour de Magic, du Commander et aussi un petit peu de Duel Commander. Ok, super. Donc on va commencer tout de suite avec nos top 3 respectifs, en faisant maison par maison, et on attaque dans l'ordre des spoilers, avec en premier Lord Hold. Je te laisse la parole. Du coup, la première carte que j'ai sélectionnée, c'est Ingénieur d'excavation. Ingénieur d'excavation, c'est une 3-3 pour 3 qui aura le mérite de faire une jolie construct pour 2 à chaque fois qu'on caste un artefact. Ceux qui ont déjà joué Karn savent qu'on peut faire vite des très très gros body. Ma carte que moi j'ai mis en numéro 3, c'est Curse Mirror, qui est un artefact qui fait du mana. Pour 3, ça fait un mana rouge, c'est pas très efficient. Et qui, quand il arrive en jeu, devient une copie d'une créature sur le champ de bataille, pas forcément les nôtres, avec la célérité. Ce qui peut, dans certains decks, créer des choses assez marrantes. On pense notamment à des decks avec des créatures qui ont des effets quand elles attaquent. Et c'est un caillou qui, du coup, sera moins fort en tout début de partie pour s'accélérer, mais aura quand même une bonne valeur ajoutée, à mon avis, au fur et à mesure de la partie. Ensuite, pour ma part, c'est Bronze Guardian. Bronze Guardian, c'est un artefact golem coloré, qui est blanc, et qui a la double init, mais aussi le Ward 2. Du coup, il se protégera plutôt bien. Et les autres artefacts que l'on contrôle ont aussi le Ward 2 grâce à lui. Du coup, il a tendance à sécuriser plutôt bien notre board. Ensuite, il aura une attaque modulable en fonction du nombre d'artefacts qu'on contrôle. Du coup, il sécurisera notre board et sera lui-même une machine offensive. Ma deuxième carte pour leur hold, qui paye pas de mine comme ça, c'est Angel of the Ruins, qui a l'air d'être une carte faite un petit peu pour les débutants, avec son plane cycling qui permet d'aller la défausser pour chercher une plaine dans notre bibliothèque. C'est une 5-7 pour 7 avec le vol. Quand il arrive en jeu, on peut exiler 2 artefacts ou enchantements. Donc c'est une carte qui a un bon effet d'arrivée en jeu. À noter que c'est un artefact en plus d'être une créature. Ce qui est très intéressant pour moi sur cette carte, c'est qu'elle se défausse elle-même pour peu cher, ce qui permet quand même de la jouer dans des stratégies réanimator très très facilement. Une carte qui se met toute seule au cimetière et qui a un très bon effet d'arrivée en jeu, ça rentre vraiment bien dans ce genre d'archétype. Pour ma part, la dernière carte que j'ai sélectionnée dans ce deck couleur Boros, c'est Triplicate Titan, qui nous rappelle la Guivre étreinte. Pour 9, c'est une 9-9 vol vigilance piétinement, et quand il mourra, il créera 3 tokens 3-3 avec chacun une des capacités qu'il a lui-même. Il sera de bon goût dans les decks réanimateurs, que ce soit des réanimateurs noirs ou plutôt artefacts. Il a plutôt le bon goût d'être fer. Puis moi, ma dernière carte, qui est une très bonne carte aussi, qui est une version d'une carte qui existait déjà, Battle Mage Brassers, donc qui nous rappelle les bracelets de l'illusionniste. C'est un équipement pour 3, qui donnera la célérité à la créature équipée, elle s'équipe à 2, et à chaque fois qu'on active une capacité activée de la créature, si ce n'est pas une capacité de mana, pour un incolore, on pourra la copier. C'est un effet qui est très bon, et le fait de donner la célérité en plus fait qu'on accélère encore d'un tour les capacités activées qui demandent de s'engager pour les copier. Le fait que la carte soit rouge, ça va réduire un peu son utilité par rapport au bracelet de l'illusionniste qui était incolore, mais pour moi la carte reste quand même très très bonne avec cet ajout de haste et le coût d'équipement qui est moins cher. Du coup voilà pour leur hold, on a quand même choisi 6 cartes différentes, ce qui montre que le deck est quand même d'un bon niveau en termes de nouvelles cartes. Et on va passer sur le deck suivant avec Prismari, et je vais attaquer tout de suite en parlant de ma troisième carte qui est Muse Vortex. Muse Vortex c'est un rituel, ce qui est un peu dommage, qui coûte X et 2 bleus, qui nous permet d'exiler les X cartes du dessus de notre bibliothèque, qui est en général un effet plutôt rouge, mais qu'on retrouve ici sur une carte bleue, et qui nous permet de lancer un instant ou un sorcery avec une mana value X ou moins depuis ces cartes sans payer son coût de mana. Et ensuite, on mettra tous les autres éphémères rituels qui n'ont pas été lancés dans notre main. C'est un effet de pioche qui est très très bon dans les decks qui jouent beaucoup d'éphémères et de rituels, parce qu'il nous permet de, en plus de piocher, lancer un sort gratuitement et donc de ne pas être une carte morte lorsqu'on la joue. De mon côté, j'ai choisi Réinterpréter, qui est un instant pour 2 incolores, un bleu, un rouge, qui contrera un sort adverse, et qui vous permet de lancer un sort depuis votre main, qui a un coût inférieur au sort que vous avez contré. Il a le bon goût de vous permettre de jouer des rituels en instant speed, ainsi que des créatures, un petit peu à la manière d'électrodominance. Ouais, mais c'était ma deuxième carte, Réinterprète, et effectivement, c'est vraiment une carte qui est très intéressante, même si le coût est cher, faut garder 4 mana open,
on peut très vite imaginer contrer une énorme menace et puis du coup développer la nôtre en même temps pour prendre vraiment l'ascendant sur le terrain. L'idéal, ça aurait été qu'on puisse caster notre commandant, par exemple. Du coup, je vais passer directement à ma troisième carte pour vous parler d'une de mes cartes préférées du set entier, je crois, Radiant Performer, qui est une version d'une carte que j'aime déjà beaucoup, Radiate, qui est une vieille carte instant, qui pour 5 est une 2/2 flash, qui, quand elle entre en jeu, si on l'a lancée depuis notre main, nous permettra de choisir un sort ou une capacité qui cible uniquement un permanent ou un joueur, et de la copier pour chaque autre permanent ou joueur que le sort peut cibler. C'est un effet qui a beaucoup de potentiel en rouge, qui permet de faire des choses un peu absurdes, et le fait que ce soit une créature la rend encore plus intéressante que Radiate à mon sens. On peut imaginer par exemple de la jouer avec un bounce à 1, comme un des invocations, la lancer en réponse et la reprendre dans notre main tout en ayant bouncé tout le board. C'est une carte qui a beaucoup d'applications et que j'aime vraiment beaucoup. La deuxième carte de Prismarine que j'ai sélectionnée, c'est Octavia, la thèse vivante. Octavia, c'est une créature légendaire 8/8 pour la maudite somme de 10, 8 et 2 bleus. Son coût sera réduit de 8 si on a 8 instants ou sorceries dans notre cimetière. Elle a le bon goût de se protéger elle-même grâce au mot-clé Ward 8, et à chaque fois qu'on lancera un sort d'éphémère ou de rituel, jusqu'à la fin du tour, une de nos petites créatures pourra avoir une force et une endurance de 8/8. C'est une carte que j'aime beaucoup, déjà parce qu'on peut soit en faire un deck, soit elle-même la rentrer dans nos 99 cartes. Par exemple, dans Ovar, elle me paraît super intéressante. Dans des decks comme Edric aussi peut-être, où on joue beaucoup de petites créatures, et si on y inclut un peu plus de sorts peu chers, et on peut envisager de la jouer pour 2 assez rapidement, et puis de transformer vite nos petites créatures en 8/8. Moi, elle me paraît assez intéressante. Et oui, elle s'intégrera complètement dans les decks fiches. Je te laisse passer à ta troisième carte, vu que tu m'as piqué mon réinterprète. Et la troisième carte de Prismarine que j'ai sélectionnée, du coup, c'est Refrain entraînant, qui peut nous faire penser à Jeskai Will. Pour 5, c'est un rituel qui nous fera ajouter un mana rouge pour chaque carte dans la main de l'adversaire ciblé. On perd pas ce mana entre les phases, mais on peut aussi jouer ce sort en suspension pour 2, et qui se résoudra 3 tours plus tard. C'est plutôt intéressant de pouvoir récupérer une grosse tonne de mana, même si c'est par cycle et que ça puisse être prévisible, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Parce que oui, ce qui est important de préciser, c'est qu'une fois que le sort est résolu, il retourne en suspension tout seul. Et ouais, du coup, c'est pour ça que c'est un refrain. Il recommence encore et encore. Troisième deck de la liste, c'est Quandrix, avec les mathématiciens dans les couleurs simiques. On commence peut-être avec la première carte que tu as sélectionnée pour ces couleurs-là. Alors la première carte que j'ai sélectionnée, c'est le Kraken Frayant. Alors il va nous rappeler du coup un petit peu Octavia, c'est un Kraken, et il peut rentrer lui aussi dans les decks fiches. Tout simplement parce que c'est une 6/6 pour 6, et à chaque fois qu'un Kraken, un Léviathan, une pieuvre ou un grand serpent que je contrôle va infliger des blessures de combat à un joueur, on va créer un nouveau Kraken 9/9. C'est une carte qui va générer beaucoup de value dans la mesure où vos poissons puissent toucher les adversaires. Puis ce qui est intéressant, c'est que même les tokens qu'elles-mêmes pondent vont recréer à nouveau d'autres jetons. Moi j'ai choisi en première carte Guardian Augmenteur, qui est une carte qui nous rappelle beaucoup une carte blanche qui donnait indestructible et plus de +1 au commandant pour le même coup. Ici elle donnera non pas indestructible mais hexproof. Elle a l'avantage d'avoir le flash. Donc c'est un sort de protection qui en plus donnera un effet de +1 au commandant si elle reste sur le board, et est en plus elle-même une créature. C'est une bonne carte qui rentrera dans pas mal de jeux verts à mon avis. Ouais, la carte est complètement excellente, elle rentre dans beaucoup d'archétypes différents, et en plus, elle peut se jouer en réponse. Ensuite, moi dans cette guilde, j'ai choisi Zone Paradoxale. Zone Paradoxale, c'est un enchantement qui coûte 5 dont un vert, qui arrivera avec un compteur croissance sur lui. Et au début de votre étape de fin, on va doubler ce marqueur et créer un token 0/0 qui aura sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de marqueurs croissance sur Paradox Zone. Ce que j'aime bien avec cet enchantement, c'est qu'il a tendance à snowball tout le long de la partie, car au premier tour où il va arriver, il va faire une 2/2, et le tour d'après une 4/4, et puis ainsi de suite. Dans tous les decks marqueurs +1/+1 ou même token, avec une simple saison de dédoublement, il peut commencer à faire des choses vraiment incroyables s'il n'est pas géré. C'est une carte qui se suffit à elle-même, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Pour moi, en deuxième, alors j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre les deux effets un petit peu de Vras du deck, mais je vais quand même choisir Oversimplify, qui est un sorcery pour 5,
et qui permet d'exiler toutes les créatures. Et ensuite, chaque joueur créera un jeton avec autant de marqueurs +1/+1 sur lui que la force totale de ces créatures qui ont été exilées de cette manière. Ça, c'est peu importe, globalement, on aura toujours au moins une 1/1, et les créatures étant vanilla, elles seront quand même beaucoup plus simples à gérer, surtout quand on peut exiler toutes les créatures, donc on passe outre les effets de mort, on évite de remplir les cimetières, c'est vraiment une vrasse très très puissante. C'est une vrasse très puissante et surtout très originale dans ses couleurs. Strixhaven a vraiment tordu la couleur paille. Bah, je te laisse continuer sur réplication technique. Ouais, je crois que c'est la même carte qu'on a choisie ensuite, donc Replication Technique, qui est une des cartes avec le nouveau mot-clé dont on n'a pas encore parlé jusque-là, Demonstrate, qui dit que quand on lance le sort, on peut le copier, et si on fait ainsi, on choisit un adversaire qui le copiera aussi. Chaque joueur peut choisir des nouvelles cibles. Replication Technique, c'en est un qui est intéressant pour moi, et je pense pour toi aussi, qui est un peu cher, 1 pour 5, mais parce que on peut très bien l'abuser sans donner vraiment d'avantage à nos adversaires. C'est une carte qui, pour 5, créera un jeton qui est une copie d'un permanent que l'on contrôle. On peut très bien imaginer cibler un adversaire qui n'a plus grand chose sur le terrain ou rien d'impactant, puis faire 2 copies pour nous, une copie pour lui, mais avec des différences de niveau souvent importantes. On n'est pas obligé de choisir celui qui est déjà devant. Et comme toutes les cartes avec Demonstrate, c'est une carte qui est plutôt politique. Si vous êtes plutôt en arrière dans une partie, ça sera intéressant de favoriser un allié. De plus, on note que c'est vraiment une copie de permanent qu'on fait. Du coup, on peut imaginer faire des choses extraordinaires, comme copier une Doubling Season, ou d'autres permanents complètement pétés. C'est vraiment la carte idéale pour créer des alliances. Côté Silver Quill, qui a été pour moi le deck vraiment le plus compliqué pour choisir parmi toutes les cartes qu'il propose, il y a vraiment à mon avis des très bonnes cartes dans ce deck-là, en tout cas dans les nouvelles cartes. J'ai essayé d'en choisir 3 qui me paraissent les plus impactantes, puis je vais commencer tout de suite avec Ink Shield, qui fait déjà pas mal de bruit. C'est un éphémère pour 5, donc c'est quand même cher, qui préviendra toutes les blessures de combat qu'on devrait subir ce tour-ci, uniquement sur nous, pas sur nos créatures, attention. Et pour chaque blessure prévenue de cette manière, on créera une 2/1 blanche et noire, Inkling avec le vol, pour chaque blessure. C'est une carte qui peut vraiment retourner une partie, et qui marchera surtout bien dans des decks où on crée beaucoup de boards, un peu comme le deck Ikra Bruce Shidiki que j'ai déjà présenté, puis dont je vous reparle régulièrement, parce que c'est un peu aussi ce que veut faire le deck Brina dans cette extension. Ouais, c'est vraiment une Fog survitaminée. Les Fog ont tendance à surprendre dans le format et sont très peu jouées parce qu'elles génèrent pas de value, alors que celle-ci, elle va vraiment vous récompenser. Ça fait pour moi vraiment partie des cartes incroyables de ce set. Mono et moi, pour ce deck, on avait beaucoup de cartes en commun, mais j'en ai sorti une qu'il n'avait pas sélectionnée, c'est Rhétorique Rusée. Rhétorique Rusée, elle a un design qui peut faire penser à des stratégies pilo fortes, alors que pourtant, elle s'inclura absolument pas dedans. À chaque fois qu'un adversaire vous attaque vous ou un de vos Planeswalkers, vous exilerez la carte du dessus de la bibliothèque de cet adversaire et vous pourrez jouer cette carte, tant qu'elle reste exilée. Pour 3, c'est un enchantement qui va générer beaucoup de CA, et il a la particularité de pas empêcher les gens de jouer, et simplement vous créer de la value. C'est une carte que j'adore, et je suis persuadé qu'elle peut rentrer dans beaucoup de decks. À mon sens, ça peut devenir un staple dans beaucoup des miens. Et puis, moi je profite quand même de souligner que cette carte marchera très très bien avec une autre carte, mais qui est rouge cette fois, Trove of Temptation, qui est un enchantement qui force nos adversaires à nous attaquer à chaque tour avec au moins une créature. Pour moi, ma deuxième carte, qui a été un peu moins soulignée dans ce que j'ai déjà vu sur le format, Author of Shadows. Donc c'est encore une carte à 5 qui est un peu chère, c'est une 3/3. Quand elle arrive en jeu, on exile toutes les cartes depuis tous les cimetières des adversaires. Et on peut en choisir une exilée ainsi et la lancer tant qu'elle est en exil, en dépensant du mana de n'importe quelle couleur. C'est un exil de cimetière, j'en ai déjà parlé les vidéos précédentes, mais c'est très important dans le format. Il y a de plus en plus de stratégies cimetières qui sont de plus en plus fortes, et avoir beaucoup de réponses qui sont polyvalentes au cimetière, c'est important. Son gros intérêt, c'est que c'est un effet sur une créature, donc abusable avec des effets de blink, et en plus, il nous permet de récupérer une carte. Donc même dans un jeu qui ne joue pas cimetière, eh ben, elle nous permettra toujours de faire de la value, et ça empêche d'être une carte morte. C'est pour ça que je l'aime beaucoup et que je la mets dans cette liste. Créature, effet de hate, CA, c'est vraiment un très bon morceau de carte en vrai. Et puis la dernière carte qu'on a choisie tous les deux, je crois, qui fait assez l'unanimité, c'est Kin Duelist, qui est une 2/2 pour 2, et puis dont je vais te laisser parler un petit peu si tu le souhaites. Oui, la dualiste passionnée, qui est une sorte de Bob inversé, ou en tout cas qui se fait en binôme. C'est une 2/2 pour 2 qui dit qu'au début de votre entretien, un adversaire ciblé et vous révélez chacun la carte du dessus de votre bibliothèque, vous allez la mettre dans votre main, et chacun va perdre un nombre de points de vie égal à la carte que l'autre a révélée. Ce qui est intéressant par rapport à Bob, donc pour ceux qui savent pas, Bob c'est Dark Confidant, le Kin Duelist permet de jouer des cartes qui ont un très gros coup de mana dans son deck et de ne pas trop en souffrir quand on la joue pour piocher. Là où, au contraire, Dark Confidant préfère qu'on joue des cartes quand même qui sont assez basses en coup de mana. Moi je la vois très bien dans des decks Yuriko,
qui justement ont envie de jouer des gros sorts qui se réduisent en les lançant autrement, et qui pourra mettre des patates énormes juste en piochant à chaque entretien. Tout à fait, que ce soit Yuriko, Aminatou, ou tous les cartes qui aiment jouer avec la carte du dessus de leur bibliothèque. On passe du coup à la dernière maison de l'édition, Witherbloom, ou dans les couleurs Golgari. Et je vais commencer avec ma première carte sélectionnée, Revival Experiment, qui est un sorcery pour 6, très cher, mais qui permettra, pour chaque permanent existant, de renvoyer jusqu'à une carte de ce type depuis notre cimetière sur le champ de bataille, en perdant 3 points de vie par carte retournée ainsi. Donc on pourra retourner un Planeswalker, un terrain, un artefact, une créature, un enchantement, ce qui fait déjà beaucoup de value, et qui permet d'activer des combos très facilement en plus de ça. C'est une carte qui me paraît bonne, pour 6 elle a vraiment un impact sur le board qui peut être décisif, et elle rentrera très bien dans pas mal de jeux qui veulent se remplir le cimetière. C'est un sorcery qui me fait penser beaucoup à Muldrota, que lui-même aimera sûrement en abuser. C'est une carte qui demande un building plutôt spécifique si vous voulez vraiment l'optimiser. La carte que j'ai sélectionnée ensuite, c'est Sproutback Trudge. Pour 9, c'est une 9-7 piétinement, où cette créature coûtera X de moins à lancer, X étant le nombre de points de vie qu'on a gagné ce tour-ci. Au début de notre étape de fin, si on a gagné des points de vie, on pourra le relancer. Du coup, ça fait un gros champignon très récursif. Évidemment, il rentre pas dans tous les decks, il faudra quand même gagner suffisamment de points de vie pour qu'il coûte moins de 9, parce qu'il coûte quand même beaucoup. Et il faudra avoir du gain de points de vie récurrent, mais c'est une vraie menace qui revient très facilement. Ensuite, je crois qu'on était tombé d'accord sur les cartes du deck qui nous hype le plus. Donc on a sélectionné Blightmound, qui était un enchantement à 3, qui est vraiment un très bon effet dans les decks aristocrates, qui nous dit que les pestes qu'on contrôle qui attaquent ont +1/+0 et la menace. Donc ça c'est pas négligeable parce que la carte en elle-même va créer des jetons pestes. C'est surtout le côté menace qui fait qu'on peut très vite tuer avec. Et ensuite, elle nous dira aussi que dès qu'on a une créature non jeton qui meurt, on pourra faire un jeton peste, donc un vert et noir, qui nous fait gagner un point de vie quand il meurt. Remplacer toutes nos créatures que l'on sacrifie par des jetons d'autres créatures, ça double virtuellement tous nos effets de sacrifice. C'est une carte qui est vraiment très bonne à mon avis, qui a un enchantement donc difficile à enlever en plus de ça, et elle ne coûte vraiment pas cher. Ouais, cette carte elle fait beaucoup penser à Pion du Lamog, qui pour le même CCM créait un Eldrazi qu'on pouvait sacrifier pour faire du mana, sauf qu'ici on a une version plus offensive, mais aussi qui va rester sur le board. Alors, pour le coup, celles-là vont pas pouvoir se sacrifier elles-mêmes pour faire du mana, mais la carte risque vraiment de devenir un staple des decks aristocrates. La dernière carte dont je vais te laisser parler, qu'on a sélectionné tous les deux, c'est Vanewitch Coven. Une 3-3 pour 3 vampire et warlock qui ont la menace. À chaque fois qu'on va gagner des points de vie, on va pouvoir payer un noir, et si on fait ainsi, on va pouvoir renvoyer une créature de notre cimetière dans notre main. C'est une carte qui va faire du CA, et ça pour pas grand chose. Ouais, tant qu'on va avoir un engine qui nous fait gagner des points de vie, on peut imaginer renvoyer des fois 3-4 créatures dans un tour depuis notre cimetière dans notre main. Et puis c'est une carte qui peut partir en combo assez vite, avec des cartes qui coûtent 0 et un outil de sacrifice qui produit de la mana, ça peut être assez rapidement une boucle infinie. J'avais envie qu'on vous parle aussi rapidement de nos 3 commandants chacun que l'on préfère. Et je vais commencer avec mon troisième préféré qui sera Alibou, le deuxième commandant Boros, qui coûte 5 pour une 4-5, qui donnera célérité à nos autres créatures artefacts, ce qui est déjà un effet qui est assez bon, et qui pourra nous permettre d'envisager une stratégie artefact assez agressive, contrairement à ce qu'on connaît d'habitude, où c'est plus du boui-boui et du sacrifice. Et en plus de ça, il a une très bonne capacité qui dit que quand on attaque avec des créatures artefacts, il fera X dégâts à n'importe quelle cible et scry X. X étant le nombre d'artefacts engagés que l'on contrôle, et non pas le nombre d'artefacts qui ont attaqué. Donc il rentabilise très bien les cailloux et tous les autres artefacts qu'on a envie d'engager. Ça nous fait de la carte sélection, des gestions de loin de créatures, et un archétype assez agressif. Moi je le trouve plutôt très bien et intéressant. Pour ma part, en termes de créatures légendaires, j'ai pas eu nécessairement d'énormes coups de cœur. En tout cas, j'ai envie de saluer le gros effort de design qui a été fait sur les potentiels commandants. Notamment Fen le Courtier, qui est une créature 3-3 pour 3 humain et warlock, qui va nous rappeler le comptoir de commerce. Alors, sauf qu'en plus, Fen, il va pouvoir se détaper pour 4, dont un mana noir. Alors, on peut aussi, du coup, l'engager, sacrifier une créature, mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature, l'engager, retirer un marqueur d'une créature et créer un jeton trésor, l'engager, sacrifier une artefact, créer une créature 2-1 blanche et noire, encre-lin avec le vol. Alors, j'ai pas vraiment encore l'idée de deck building, en tout cas, c'est une carte qui fera certainement gagner sur mana infini, sur mana noir infini. La deuxième carte que j'ai choisie de mon côté, c'est le deuxième commandant du deck Prismari, Véran Voice of Duality, qui est pas très cher, c'est pour 3 une 2-2, avec une espèce de prouesse améliorée, enfin c'est un Magecraft, qui lui donnera +1/+1, donc il marchera aussi avec les copies. Et sa capacité vraiment intéressante, c'est que quand on lance ou qu'on copie
un éphémère ou un rituel, si ça déclenche une capacité déclenchée d'un permanent qu'on contrôle, on la déclenche une deuxième fois. Ça marche avec plein de choses, avec des cartes comme Eye of the Storm ou Hive Mind, qui sont des cartes un peu chaotiques que j'aime bien, et c'est aussi une carte qui marchera très bien avec des effets Voltron, parce que son Magecraft est une capacité déclenchée qui sera doublée. Donc à chaque fois qu'on lance un sort ou qu'on en copie un, elle gagnera +2/+2. Elle peut être très agressive, plutôt KO, ou avec des effets de sorts très intéressants. Moi je la trouve plutôt bien. Pour ma part, le deuxième commandant avec un design original que j'ai envie de saluer, c'est Guillaume Masterchef. Guillaume Masterchef, c'est un troll warlock qui pour 4, dont Golgari, est une 5/3 piétinement, qui dit qu'au début de notre étape de fin, on pourra créer un jeton de nourriture égal au nombre de créatures non jetons qu'on a fait arriver sur le champ de bataille ce tour-ci. Et pour 1, on va pouvoir sacrifier un food, et une créature ciblée sera indestructible jusqu'à la fin du tour et l'engager. Ce qui est plutôt chouette, c'est une carte qui fait beaucoup de choses. On n'avait pas eu de commandant Golgari qui jouait avec les artefacts depuis Glissa. Puis ensuite, c'est une carte qui va pouvoir se protéger elle-même, protéger nos autres créatures, ou potentiellement empêcher les créatures adverses de nous attaquer. Dernier commandant, qui est celui qui me plaît le plus, je crois, qui est monocouleur, c'est Rionia Fire Dancer, qui est une 3/4 pour 5, qui nous dit qu'au début du combat à notre tour, on créera X jetons qui sont des copies d'une autre créature que l'on contrôle. Ce X correspond à 1 minimum, plus le nombre d'éphémères ou de rituels qu'on a lancés ce tour-ci. Les jetons ont la célérité et on les exilera au début de notre étape de fin. Rionia, hormis les combos que j'ai déjà présentés dans ma vidéo la fois dernière, est une commandante qui permet vraiment une construction mono-rouge très différente de ce qu'on a d'habitude. Elle permettra d'abuser des effets d'arrivée en jeu, dans une couleur qui ne le fait vraiment pas d'habitude. On retrouve ça plutôt en bante ou éventuellement dans d'autres couleurs avec du blanc et du bleu. Et en plus de ça, elle profitera très bien de tous les sorts rouges qui ajoutent du mana. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé, contrairement à ce que nous fait un peu croire son texte, de jouer beaucoup d'éphémères et de rituels, parce qu'elle créera toujours au moins un jeton au début de chaque combat. On l'imagine bien avec des cartes comme Dockside Extortionniste pour des effets très puissants. Dernière petite section de cette vidéo, c'est pour nous les flops, les cartes qui font beaucoup de bruit et qui sont bien moins bonnes que ce qu'elles laissent penser. Et on peut commencer, je vais te laisser parler peut-être de Monologue Tax, qui est celle qui fera, à mon avis, le plus parler d'elle. Et oui, Monologue Tax, qui nous rappelle Smothering Tithe. Alors pour 3, c'est un enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'un opposant joue son second spell, on peut créer un trésor. Pour moi, cette carte, c'est un peu la débandade, parce que on va la jouer, et le premier tour où elle va arriver en jeu, elle va certainement pas se rembourser, et les tours d'après, elle va essayer de le faire péniblement. Dans des tables avec un faible power level, elle ne risque pas de faire beaucoup de triggers avant un moment, et dans les tables de haut niveau, les parties ne dureront pas assez pour qu'elle puisse snowball. Ouais, moi ce que j'aime pas, c'est que c'est trop facile de jouer autour de cette carte, qu'elle coûte 3 et que souvent elle sera pas remboursée comme tu l'as dit avant un bon moment. Éventuellement en compétitif, où parfois on pourra faire un trésor pour plusieurs adversaires dans le même tour de jeu, la carte me paraît quand même très faible. Et je pense qu'on peut enchaîner sur notre deuxième flop. Ouais, qui est un peu dans le même esprit, Tempting Contract, qui est un artefact qui coûte 4 et qui dit qu'au début de notre entretien, chaque adversaire peut créer un trésor, et ensuite on peut créer un trésor pour chaque adversaire qui l'a fait. Dans le meilleur cas possible, on la joue, elle fera le tour de la table, et au début de notre tour suivant, tous nos adversaires vont faire un trésor chacun, et on aura rampé de 3. Le problème, c'est que c'est une carte qui laisse le choix à tout le monde, et qui ne nous donne rien si personne ne fait ce choix. Dans le pire scénario, la carte coûte 4, et elle ne fera rien de toute la partie, à part nous avoir coûté 4 mana. C'est ça. Moi, la carte, elle m'a fait beaucoup penser au druide Tisracine de Commander Legends, qui lui-même a fait pas mal de flops. Pour moi, la carte, elle sera pas du tout jouable dans des decks un petit peu sérieux, si vous jouez avec une table qui joue sérieusement. Dans des decks un peu junk, dans certaines situations très spécifiques, certains adversaires pourront accepter, mais de façon générale, je pense que cette carte n'est pas à jouer. Dernière carte qui nous a fait ressentir vraiment ce sentiment de flop. Elle était assez attendue depuis les spoilers de Maro, qui disait que Storm serait une mécanique qui revient dans l'extension. C'est Fury encore, qui est un rituel coûtant 5, qui nous permet de défausser une carte, puis piocher une carte. Et si on défausse une carte non-terrain, elle fera des dégâts égales à la mana value de cette carte défaussée, à une créature ou un Planeswalker. Et elle a la capacité Storm. C'est une carte qui est très décevante pour moi. Même si on a un compteur de Storm très élevé, elle coûte très cher, ce qui permet pas de la lancer partout. Et elle ne gagnera pas du tout la partie. En général, ce qu'on attend d'une carte chère avec un Storm Count élevé, c'est de finir la partie. Et là, au mieux, on arrivera à piocher quelques cartes et à nettoyer un petit peu le terrain. Et encore. Oui, c'est une carte qui demande un gros setup de tour,
en plus d'un SSCM qui paraît exorbitant pour ce qu'elle fait. Je crois qu'on a fait le tour. Ce sera donc tout pour cette vidéo de review en compagnie de Nox qui m'a fait l'honneur de venir discuter de ses choix à lui dans cette vidéo. Et du coup, je te remercie encore de m'avoir invité et aux viewers d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller écouter ce que Nox fait sur son podcast, c'est très intéressant et ça parle de plein de choses différentes sur le format, son avenir, mais aussi les choses actuelles. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monocommandeur, bye. Salut!